Pénurie de matières premières, augmentation des prix, inflation, panne de réseau internet, instauration d'un pass sanitaire illégal, vaccination forcée. Il y a quelque chose dans l'air qui couve. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. D'après Jacques Attali, il pourrait y avoir une révolution dans notre pays avant 2022, et c'est nous, le peuple, poussé à bout, qui s'y engouffrerait. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire. Le pire ? Quoi le pire ? L'armée dans les rues ? Une loi martiale ? L'instauration d'un fascisme d'État ? En plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir. Il y a quelque chose dans l'air qui couve. Et pour ne pas citer Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors gare au vent qui vient. Puces électroniques, bois, acier, cuivre, métaux non ferreux, voici la liste non exhaustive des pénuries auxquelles l'industrie fait face. En cause, un choc de l'offre et de la demande conséquentiel aux restrictions sanitaires. Pendant plus d'un an, toutes les productions ont été ralenties pour éviter les surstockages. Mais avec la reprise, les demandes de composants essentiels à la production ont explosé et l'offre n'a pas pu suivre. La loi du marché étant ce qu'elle est, augmentation de la demande et baisse de l'offre égale augmentation des prix. Dans le système libéral où tout est à flux tendu pour optimiser les coûts, les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été mis à rude épreuve pour soutenir la demande très gourmande en semi-conducteurs intégrés nécessaires à la fabrication de voitures, réfrigérateurs, ordinateurs et gadgets connectés qui inondent notre société de consommation. De même, le secteur du BTP peine à se fournir en bois, en acier et même en peinture, dont les prix ont parfois augmenté jusqu'à 100% et dont les délais d'approvisionnement sont si lents qu'un tiers des chantiers en France sont à l'arrêt ou fortement ralentis. Le secteur agricole ne se porte pas mieux. En Amérique du Sud et en Australie, de violentes sécheresses accompagnées d'invasions de souris dans le Queensland ont ravagé les récoltes de céréales et leur cours sur le marché mondial a augmenté de 32% depuis l'an dernier. En Chine, les restrictions sanitaires ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, ralentissant le fret, ce qui a tendu encore davantage les exportations céréalières. En France, les épisodes de gel au printemps ont détruit jusqu'à 70% des récoltes maraîchères et viticoles dans le sud du pays. Il y a fort à penser que certaines pénuries sont organisées en amont. D'après certains témoignages, les gouvernements ou les grands propriétaires terriens laisseraient pourrir des récoltes dans des entrepôts. Bill Gates est aujourd'hui le plus grand propriétaire de surfaces agricoles aux États-Unis. On peut donc se demander si le loustic n'organiserait pas en amont des pénuries pour engendrer des famines et faire s'effondrer le système actuel pour imposer le nouveau modèle économique agricole de demain, contrôlé rationnellement et technologiquement. De plus, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage de masse et les dettes forceraient les gens à quémander le revenu universel. Au niveau de l'énergie, l'impact pourrait être plus fort encore. Les tarifs du gaz augmentent de 12% en octobre, la facture d'électricité bondira également de 12% début 2022 et les prix à la pompe affleurent déjà les 2 € le litre. C'est plus que ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Les raisons de ces augmentations sont floues et complexes. Le prix du pétrole s'était effondré en mars 2020 à cause d'une baisse drastique de la demande, puisque le monde entier était confiné et à l'arrêt, mais sous l'effet d'une reprise accélérée, les industries retournent à plein régime, entraînant une surconsommation d'énergie. Une des explications de l'augmentation du prix du gaz naturel en Europe est d'ordre géopolitique. La Russie est en train de construire un immense gazoduc en mer Baltique, le Nord Stream 2, pour approvisionner l'Allemagne et l'Europe en gaz russe.
Mais les États-Unis s'opposent à ce projet qui renforce considérablement l'influence de la Russie sur l'Union européenne, dépendante de son énergie. Si un premier accord a été trouvé entre l'Allemagne, les États-Unis et la Russie en juillet 2021, les Russes maintiennent la pression en baissant le flux de gaz, ce qui fait monter les prix. Pour le pétrole, l'explication géopolitique prévaut également. L'Arabie Saoudite et la Russie refusent d'augmenter la production pour faire baisser les prix, et le baril de Brent devrait atteindre ce mois-ci les $90, une augmentation de 52% depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, la pénurie des carburants est apparemment due à une pénurie de main-d'œuvre, car avec le Brexit, il n'y a plus assez de chauffeurs routiers étrangers pour transporter le carburant des terminaux aux stations-service, si bien que le gouvernement britannique a recours à l'armée. Ensuite, la banque Goldman Sachs spécule à la hausse sur les prix du pétrole dans le cadre d'un grand projet d'investissement au nom cocasse, The New Oil Order. Goldman Sachs investit dans des installations de terminaux pétroliers technologiques de par le monde et profite grassement de la montée des prix du pétrole qui leur permet d'augmenter les dividendes à leurs actionnaires. Évidemment, ces tensions sur les énergies fossiles servent le plan de l'agenda 2030 des Nations Unies pour la transition énergétique, puisqu'une montée des prix du fossile rendra plus compétitif le prix des énergies renouvelables. Une des solutions proposées pour réguler nos consommations d'énergie est l'usage des smart grids ou réseaux intelligents qui permettra de contrôler toutes les consommations individuelles et adapter l'octroi ou non et le flux de l'électricité aux millions d'objets connectés. C'est pour cela que les compteurs Linky ont d'ailleurs été imposés aux Français. Pénurie, augmentation des prix et inflation. Voici la situation économique actuelle. Baisse de l'offre égale augmentation des prix égale dépréciation de la monnaie. C'est ça, l'inflation. L'inflation est à 2,2% actuellement, c'est pour ça que le SMIC, qui suit le taux d'inflation, a augmenté de 34 € en octobre. Une inflation de 2,2% signifie que l'ensemble des prix ont augmenté en moyenne de 2,2% et qu'il faut donc plus d'argent aujourd'hui pour acheter les biens qu'on pouvait obtenir moins cher il y a un an. Et l'euro a donc perdu de sa valeur. Cette inflation a été également créée artificiellement l'an dernier par la Banque Centrale Européenne qui avait augmenté la masse monétaire pour soutenir la demande et baisser le taux d'intérêt pour inciter les entreprises à s'endetter pour investir. Pour baisser l'inflation, les banques centrales pourraient donc décider de freiner la demande, réaugmenter les taux d'intérêt pour diminuer le recours au crédit bancaire, les entreprises investiront moins, embaucheront moins également, les salaires vont stagner et le chômage augmenter. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que le pouvoir d'achat se contracte de nouveau et que le peuple se rebelle, que les appels à la grève fleurissent. Les Gilets jaunes, c'est une révolution, Jacques Attali ? C'est les prémices de ce qui pourrait être une révolution, oui. Ça renvoie à une colère très profonde. Mais c'est pas fini, les Gilets jaunes, d'après vous ? Non, je ne crois pas du tout. Il y a une colère extrêmement profonde, extrêmement justifiée, qui renvoie au fait que les classes moyennes les plus modestes se sentent sans avenir et surtout sentent que leurs enfants n'ont pas d'avenir, ce qui renvoie à votre question précédente. Dieu sait qu'on en a des raisons pour faire la révolution. Le 12 juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a annoncé cela. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Un pass sanitaire prévu de longue date, puisque dès 2016, l'Alliance ID 2020 prépare un processus d'identification digitale mondiale qui inclut un passeport vaccinal sous forme de QR code. Les institutions qui ont fondé et financé le programme ID 2020 sont essentiellement Microsoft, la Fondation Rockefeller et la Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization, gouvernée et financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et les laboratoires pharmaceutiques. Ce programme d'identification digitale et vaccinale se déploie dans l'Union européenne via la feuille de route proposée par la Commission européenne en 2018 et qui prévoit un passeport vaccinal commun à tous les pays membres de l'UE en 2022. À croire qu'ils ont de l'avance sur le programme.
Aujourd'hui donc, dans notre pays, ce qui nous semblait impensable il y a un an s'applique sans plus de résistance. Un pass sanitaire qui déguise une obligation vaccinale sournoise, surtout lorsque les tests ne seront plus remboursés. Aujourd'hui, dans notre pays, pour aller au restaurant, au cinéma, dans certaines bases de loisirs, parcs d'attractions et musées, on doit s'être fait injecter une injection génique sous AMM conditionnelle qui n'a été soumise à aucun test de génotoxicité, pharmacotoxicité, cancérotoxicité, qui a été fabriquée par des laboratoires déjà condamnés pour pratiques commerciales frauduleuses et qui, au 14 août, avait déjà causé au moins 21 700 morts dans l'Union européenne. Le pass sanitaire nous donne le choix entre santé et liberté. Un pass sanitaire justifié par le mythe de l'immunité collective qu'on atteindrait selon les dires officiels par la vaccination de masse. Un mythe, oui, puisque le vaccin n'empêche pas complètement les transmissions. Cette communication officielle est d'ailleurs démentie par les données des pays où la vaccination a été massive, comme au Royaume-Uni ou en Israël, qui montrent que les personnes vaccinées retombent malades du Covid. Et surtout, comment peut-on obtenir une immunité collective sur un vaccin qui pousse le virus à muter et dont l'efficacité tombe en flèche au bout de 6 mois, si bien qu'on envisage déjà des 3e, 4e, 5e, 6e doses, en bref, un abonnement Pfizer à vie. Enfin, le pass sanitaire vient littéralement exploser le code du travail, le code pénal, le code civil, la déclaration des droits de l'homme et les grands traités d'éthique scientifique. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le pass sanitaire n'est pas un instrument sanitaire, mais politique. Et surtout, il faut bien observer qu'il y a une stratégie de long terme derrière ce pass sanitaire qui n'est qu'une première étape vers le traçage généralisé et le crédit social. La réduction en esclavage de la population mondiale. Bref, on a toutes les raisons de faire la révolution. Ne nous leurrons pas. Le gouvernement a plusieurs coups dans sa sacoche. Nos manifestations sont un piège immense qui nous est tendu. Nous n'avons pas le rapport de force pour renverser le gouvernement, et quand bien même nous y parviendrons avec l'appui, moyennement probable, des forces de l'ordre, nous n'avons pas de force politique prête à assumer un état transitoire pour porter une démocratie populaire et la sortie des traités européens. Une révolution du peuple glisserait inévitablement vers le chaos, et le gouvernement répondrait par un ordre sécuritaire encore plus fort. En ce qui concerne les élections, tous les politiques potentiellement intéressants se divisent, allez savoir pourquoi. Et l'État profond est suffisamment malin pour savoir diviser l'opinion et manipuler les élections. À ce propos, que prévoit-il ? Zemmour est le candidat surprise de cette campagne présidentielle. S'il n'est pas encore officiellement candidat, un énorme buzz médiatique est organisé dans les médias et il prend chaque semaine quelques points de plus dans les sondages. Mais à quoi sert-il ? Ce qui paraît le plus évident, c'est que sa candidature sert à diviser les voix de la droite et du Rassemblement national pour assurer un boulevard à Macron. Mais d'autres choses pourraient se produire. En plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir. Et si le but était de placer Zemmour à la tête du pouvoir ? Vous jugez cela absurde ? On développera tout ce qu'il faut savoir sur Zemmour dans une prochaine vidéo, mais en attendant, voici pourquoi et comment Zemmour pourrait accéder au pouvoir. Le but est l'avènement de l'ordre mondial globaliste. Mais pour ce faire, il faut d'abord éprouver le nationalisme jusqu'au bout pour le faire échouer. Cela fait 30 ans que les Français demandent de la souveraineté, et cette volonté a été sciemment poussée dans les bras de l'extrême droite. Entendons-nous bien, Zemmour n'est pas un candidat souverainiste. Il enrobe autour de lui le capitalisme national et la fracture identitaire. Il servirait à générer une forme de guerre civile entre franco-français et musulmans, justifierait un accroissement de l'état policier et pourrait même entraîner la France dans un déclin et des affrontements géopolitiques majeurs. Dans un monde où le libre-échange globalisé prévaut, tout repli protectionniste, aussi nécessaire soit-il pour les pays, engendrerait des rivalités commerciales fortes, comme c'est déjà le cas entre les États-Unis et la Chine. Et ces rivalités commerciales auront au fait d'aboutir en des conflits sévères. Si la France reprend en main sa souveraineté économique, ce qu'on lui souhaite, les attaques extérieures seront nombreuses, et le pays n'en sortirait pas indemne. Est-ce que c'est cela le but d'une mandature de Zemmour ?
pousser la France vers une série de conflits extérieurs et intérieurs. Cette mondialisation aujourd'hui hésite entre plus de mondialisation pour mettre en place l'état de droit ou moins de mondialisation pour revenir sur les frontières fermées. Histoire qu'on a déjà connue à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est là où l'histoire est très intéressante. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça parce que je vois que le temps passe. Mais on a connu ça à de nombreuses reprises dans l'histoire et qui s'est toujours traduit par le fait que l'humanité a choisi de revenir en arrière. La dernière, la plus proche de nous, elle n'a qu'un siècle, en 1913-14, on a failli faire une mondialisation réussie. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la période d'aujourd'hui. Puis au dernier moment, on a pris peur et puis on s'est refermé sur nous-mêmes et ça a donné 1914, 1918, 1929, 1933, 1939 et on est sorti de ça qu'en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Donc n'oubliez pas que la situation la meilleure possible peut aboutir à une catastrophe. Et en 1914, personne ne connaissait le nom de Lénine, encore moins celui de Staline, encore moins celui de Mussolini, qui pourtant était un des dirigeants du Parti socialiste de l'époque, encore moins celui de Hitler, qui allait prendre le pouvoir. Ces gens-là existent potentiellement aujourd'hui quelque part dans le monde. Et si nous avons ce repli que le vertige d'un état de droit planétaire pourrait entraîner, parce que cet état de droit planétaire est nécessaire pour rendre humainement vivable le marché mondial, nous aurons un repli avec des conséquences encore plus gigantesques que cette époque. À l'issue de 5 années de mandat de Zemmour et du chaos qui en surgira, les Français supplieront pour que plus jamais on ne leur impose le fascisme et la guerre civile. Comme après l'État vichiste et le nazisme, on jurera « plus jamais ça ». Et l'État profond pourra à sa guise imposer le plan globaliste en présentant un ou une candidate libérale et se présenter en sauveur. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. On verra ça en 2027. Oh, puis on n'aura pas l'info. Notez bien, les femmes auxquelles Attali a pensé ne sont pas pour 2022, mais pour 2027. Le plan serait donc, comme dans les années 1930 et 1940, faire gagner le nationalisme pour mieux le faire échouer par la suite et préparer l'avènement de la société globale, libérale, comme solution salvatrice. En attendant, l'État profond organise en sous-marin une guerre contre l'islam depuis de nombreuses années, en finançant le terrorisme et organisant des attentats sous faux drapeaux pour scléroser l'opinion publique contre ce faux ennemi intérieur et par là même décrédibiliser toute pensée spirituelle ou religieuse. Un nouvel attentat pourrait facilement braquer davantage l'opinion contre le djihadisme, amalgamé à l'islam, et servir la candidature d'Éric Zemmour, qui a en plus quelques atouts charmes dans son sac et des soutiens de poids à faire valoir. Et si la situation sociale s'aggrave et empêche Emmanuel Macron de représenter une candidature crédible, telle qu'il l'a averti l'an dernier, Zemmour, profitant du chaos, accéderait au pouvoir. Alors, face au vent qui vient, et voyant nos marges de manœuvre réduites, notre stratégie ne doit pas consister à se lancer dans un soulèvement désorganisé, ni à avoir foi au pantin présidentiable. Notre stratégie doit au contraire consister à s'organiser dans un grand mouvement souterrain d'entraide clandestine. Soyons toutes et tous, de gauche ou de droite, chrétiens, musulmans, juifs ou athées, soyons tous sœurs et frères de résistance. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à rejoindre Renard Buté sur les réseaux. Vous trouverez en description toutes nos sources. Merci à vous tous, chers résistants, et à bientôt.